Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaiterais vous parler d'un philosophe très particulier aujourd'hui, dont tout le monde connaît le nom, dont peut-être trop peu de gens ont lu l'œuvre, parce que, évidemment, elle a une réputation extrêmement délicate, extrêmement repoussante d'une certaine façon. Je souhaiterais vous parler de Spinoza, donc de Baruch Spinoza, qui était un philosophe hollandais d'origine juive, ce qui est important à prendre en compte lorsqu'on aborde sa pensée. Il est né en 1632 à Amsterdam et il est mort en 1677 à La Haye. Il a d'ailleurs été exclu lui-même de sa communauté religieuse, mais au-delà de ça, il a écrit une œuvre absolument incroyable, absolument extraordinaire, et qui a eu une immense influence intellectuelle, assez rapidement, très rapidement d'ailleurs, juste après la publication notamment de l'Éthique, et de quelques autres œuvres qui pour l'essentiel ont été des œuvres posthumes. Et notamment, également, il a eu une très très grande influence jusque dans la philosophie des Lumières, où on retrouve beaucoup de traces de sa philosophie, de pensées qui ont été développées par Spinoza. Cette œuvre, elle est composée autour, enfin, il y a au moins un texte qui est absolument fondamental dans l'œuvre de Spinoza, qui est l'Éthique, son œuvre majeure. Vous en avez beaucoup d'éditions différentes. J'en ai une là par exemple qui est l'édition bilingue de Bernard Potra, hein, aux éditions Point Seuil. Et puis vous avez la classique, si je puis dire, celle de Charles Hapoun, la traduction de Charles Hapoun en GF Flammarion, qui est probablement l'édition la plus lue. Il y en a une autre qui vient de sortir il y a quelques mois aux éditions PUF, traduction faite par Pierre-François Moreau, grand spécialiste de Spinoza. Or, il se trouve que lorsqu'on entre dans le texte de l'Éthique en particulier, on est tout de suite confronté à tout un tas de choses qui nous font légitimement peur, parce que, eh bien, dès les toutes premières lignes, vous avez tout un ensemble de définitions qui vous sont données, et puis vous allez avoir des démonstrations, vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des axiomes, etc. Bref, vous savez, nous devons savoir que lorsque nous entrons dans l'éthique, nous entrons dans un traité qui a été écrit more geometrico, c'est-à-dire à la manière d'un traité de géométrie. Voilà qui ne simplifie pas les choses. Et alors, au lieu de se sentir repoussé par cette complexité, il faut trouver le moyen de rentrer là-dedans avec des concepts qui doivent permettre d'ouvrir des portes et qui doivent permettre de comprendre un tout petit peu de quoi il retourne. Or, précisément, c'est ce que je propose avec cette réflexion autour du préjugé du finalisme. C'est ce que Spinoza développe dans une partie bien située dans l'œuvre. L'éthique est composée de 5 parties, et il se trouve que la première partie, qui s'intitule De Deo, autrement dit de Dieu, se termine par un ajout, un appendice en quelque sorte, ce qu'on appelle donc l'appendice à la première partie, et dans lequel Spinoza va s'efforcer de comprendre, de faire apparaître quelles sont les raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à comprendre ce qu'il a expliqué dans la première partie qui précède, c'est-à-dire donc dans la première partie consacrée à Dieu. Bon. Or, ce que Spinoza nous explique, c'est qu'en réalité, cette difficulté, elle tient à de nombreux préjugés dont les hommes sont victimes et qui font obstacle à la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes sont en quelque sorte victimes de tout un ensemble de représentations qu'ils ont en tête et qui les empêchent d'entendre réellement ce que Spinoza explique dans cette partie consacrée à Dieu. La définition que Spinoza va donner de ce préjugé du finalisme, qui est en fait la source première de tous les préjugés dont les êtres humains sont victimes, la définition, elle est extrêmement simple. Elle est donc donnée dans le début de cet appendice. Je vous cite le passage. « Les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent, comme eux-mêmes, en vue d'une fin, et vont jusqu'à tenir pour certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin. Ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. » Il y a beaucoup de choses dans cette définition, et il y a principalement 4 éléments qui apparaissent ici.
et qui montre très clairement, en quelque sorte, l'écart que Spinoza veut soutenir entre le préjugé dont les hommes souffrent et le contenu de ce que Spinoza a voulu dire dans sa première partie. La première chose qui apparaît, 4 éléments essentiellement. La première chose, c'est que la finalité, c'est quoi? Eh bien, la finalité, ça signifie que les événements naturels sont perçus comme s'ils n'obéissaient pas à des causes, mais à des intentions. Puisque, en fait, ils seraient déterminés par Dieu en vue d'une fin, comme dit Spinoza. La deuxième remarque, le deuxième élément qui apparaît, c'est le parallèle qui est fait entre ces événements naturels, quel que soit l'événement qu'on considère, et le mode d'action propre aux hommes eux-mêmes. On a bien affaire ici à la projection sur la nature d'une activité humaine. C'est ce qu'on va appeler, le mot est trop moderne pour Spinoza, il ne l'utilise pas, mais il y a une forme d'anthropomorphisme dans cette conception de la nature, comme si elle agissait exactement sur le modèle de ce que fait l'être humain quand il agit. Les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. Troisième élément qui apparaît dans cette définition, cet anthropomorphisme, il est automatiquement étendu, je cite, des choses de la nature à Dieu lui-même. Puisque si les choses de la nature tendent vers une fin, c'est-à-dire vers un but, vers un objectif, une finalité quelconque, c'est bien qu'il y a un être qui les a constituées de cette manière. En toute logique donc, cette représentation finaliste de la nature implique un Dieu créateur, distinct de la nature et conscient de ce qu'il fait. Quatrième remarque, quatrième élément dans cette définition, Spinoza montre que dans cette représentation générale de la finalité de la nature, l'homme lui-même se voit attribuer une certaine finalité, une finalité particulière, sur la base de la soi-disant compréhension qu'il a de la nature, en tant qu'elle aurait été faite par Dieu à son propre usage. À savoir que, n'empêche, la finalité de l'homme en retour serait donc de rendre un culte à Dieu. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus, probablement dans une autre vidéo. Spinoza a écrit en effet, ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. Ayant énoncé ce préjugé fondamental, Spinoza précise les 3 moments de la réflexion qu'il va mener, et notamment qu'il va mener donc au sein de cet appendice à la première partie. D'abord, et ce sera l'objet de la vidéo suivante, il faut comprendre les causes de ce préjugé. C'est-à-dire que, plus précisément, il faut comprendre en quoi ce préjugé n'est pas une illusion qu'auraient certains d'entre nous et pas d'autres. En réalité, Spinoza veut nous montrer que les hommes ont une tendance naturelle à adopter ce préjugé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas seulement à envisager comme une erreur de jugement, il est ça bien sûr, mais il n'est pas à envisager que de cette manière-là, il est à envisager également comme une attitude inhérente à la condition humaine. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas se sortir de ce préjugé, c'est tout le sens de la pensée de Spinoza précisément, de nous faire parvenir à sortir de ce préjugé, mais du moins, ça signifie que les hommes ne peuvent pas ne pas avoir tendance à penser selon le préjugé finaliste. Parce que cela découle nécessairement de la nature même des êtres humains. Il faut donc comprendre clairement pourquoi tous inclinent naturellement à l'embrasser, comme dit Spinoza. Ensuite, et ce sera la 3e vidéo, Spinoza annonce d'une formule qu'il faudra montrer la fausseté de ce préjugé. Bien sûr, il s'agit d'un préjugé et il s'agit d'une conception fausse de la nature, puisque nous y projetons quelque chose que nous voyons en nous, mais qui n'est pas dans la nature. Donc il faudra montrer, dans un deuxième temps, la fausseté de ce préjugé. Et enfin, probablement la vidéo suivante, Spinoza se propose de
remonter de ce préjugé fondamental de la finalité, croire que toute chose obéit à une intention, à une finalité quelconque, remonter donc de ce préjugé fondamental à tous ceux qui en dérivent, et qui portent généralement sur des notions, mais qui expriment chez les êtres humains des valeurs aux yeux des hommes, mais toutes fondées sur l'illusion du préjugé finaliste. Et alors, il les cite, il les donne. Il faudra comprendre, par exemple, que tout ce que nous pensons en termes de bien et de mal, en termes de mérite ou de péché, en termes de louange, de blâme, d'ordre, de confusion, de beauté et de laideur, il faudra comprendre en quoi tout ça, ce ne sont que des préjugés, et qu'ils sont tous issus, en quelque sorte, de ce préjugé fondamental qui consiste à croire que les choses dans la nature obéissent à une finalité. Spinoza montrera en fait que ces différents types de jugements, sur le bien, le mal, le mérite, le péché, etc., relèvent en réalité de l'activité de l'imagination, et non pas de la raison. Et qu'ils ne renvoient à aucune réalité objective, puisqu'ils sont tous dérivés de notre condition humaine. Comme base de son raisonnement à venir, et qui sera développé dans les autres parties de l'éthique, la deuxième sur l'âme, la troisième, etc., eh bien, Spinoza va se contenter dans ce premier texte, dans ce petit texte où il expose la finalité, donc, qui est l'appendice, Spinoza va se contenter de poser 3 caractéristiques que partagent les êtres humains et qui permettent, ces 3 caractéristiques, d'avoir une première approche de notre problème, de ce problème du préjugé finaliste. Caractéristiques qui sont énoncées en une phrase dans l'appendice, à savoir, je cite, « que tous les hommes naissent sans aucune connaissance des causes des choses, et que tous ont un appétit de rechercher ce qui leur est utile, et qu'ils en ont conscience. » Il y a donc 3 choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que, spontanément, les hommes ignorent que les choses ont des causes. Entre autres, on peut même dire que les hommes ignorent qu'ils sont eux-mêmes des choses qui ont des causes, que leurs conduites sont des choses qui ont des causes. D'où le fait qu'ils n'éprouvent aucun besoin, puisqu'ils sont dans cette ignorance, ils n'éprouvent aucun besoin de connaître les causes des choses, dont les causes d'eux-mêmes ou de leur comportement. Ainsi, ils se forment des idées des choses sans les rapporter du tout à la considération de leurs causes, ce qui revient, en somme, à se former des préjugés. Deuxième chose qui est dite dans cette formule, c'est que leur rapport aux choses est donc très peu attentif aux choses elles-mêmes, puisqu'ils ont, je cite, « un appétit de rechercher ce qui leur est utile ». Ils ne cherchent donc pas à comprendre les choses par elles-mêmes, mais essentiellement par le prisme de l'intérêt qu'ils en retirent. À travers leur vision des choses, c'est donc en fait eux-mêmes qu'ils voient. D'où, troisième caractéristique des hommes de la fin de la phrase, citée à la fin de la phrase, et qu'ils en ont conscience. Autrement dit, c'est de cet appétit qu'ils ont conscience, et non pas du fait que les choses ont des causes par quoi ils pourraient chercher à les connaître. Ainsi, la connaissance qu'ils ont de ces choses, des choses de la nature, des événements de la nature, etc., la connaissance qu'ils ont de ces choses est limitée à ce qui, en elles, permet la satisfaction de leur appétit, qui n'est autre que leur désir. Pour le dire autrement, ça signifie que la manière dont les hommes se représentent les choses, la nature et toute chose en général, cette manière est orientée par l'action en eux de leur désir. On comprend donc bien que si ce préjugé fondamental renvoie à la nature de l'homme, il faut admettre que tous y inclinent naturellement, ça va de soi.
Et dès lors, le fait même d'en montrer la fausseté ne permettra pas de s'en défaire une fois pour toutes, de s'en débarrasser, puisque c'est inscrit dans notre nature. De même qu'est inscrit dans notre nature que nous devons nous nourrir pour subvenir à nos besoins. Le travail de la raison n'est donc pas d'annihiler ce préjugé, mais d'en comprendre les ressorts, d'en comprendre les sources profondes. Autrement dit, il s'agit d'identifier quels mécanismes naturels sont à l'œuvre en nous lorsque nous croyons comprendre que la nature obéit à la finalité, alors que cette représentation n'est pourtant que le résultat de notre imagination. Et par là, si nous saisissons quels sont les mécanismes naturels à l'œuvre dans ce préjugé du finalisme, nous aurons du même coup une meilleure compréhension de la nature elle-même, au moins dans cette mesure même, où c'est elle qui agit en nous, dans la représentation imaginaire que nous nous en faisons. Tout cela, je vous le promets, sera plus clair grâce à l'intérêt que nous allons prendre dans une vidéo suivante aux causes même du préjugé finaliste.